Bonjour Élise Louis. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez membre de la direction d'Europe Écologie L'Hiver jusqu'à ce début de semaine et vous avez fait savoir par communiqué de presse ce mardi que vous quittiez le parti pour créer le mouvement écolo. On va y revenir, mais d'abord, c'est quoi le regard de Élise Louis aujourd'hui ? Alors mon regard d'abord c'est celui d'une militante de l'écologie de transformation depuis de nombreuses années puisque j'ai commencé dans les quartiers populaires à lutter sur des thématiques écologistes, que ce soit sur la question des rénovations, en tout cas militer avec les habitants des quartiers populaires à Hérouville-Saint-Clair dans la banlieue de Caen et j'ai aussi travaillé sur un média alternatif qui s'appelle Fumigène dont j'ai fait partie aussi des fondatrices pendant plus de 10 ans. Et donc j'ai, dans ce cadre-là, lié la question à la fois d'un engagement ancré à gauche et un engagement écologiste très fort. Alors hier, le gouvernement a annoncé l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. C'est une victoire pour qui, Élise Louis ? C'est une victoire pour les zadistes d'abord, parce qu'ils ont résisté longtemps. J'étais avec eux en 2007, j'étais avec eux en 2009 lors du premier camp climat. Et ça montre que la lutte paye, que la lutte sur le terrain, le fait de résister, peut aboutir à des choses concrètes. Et donc, c'est une victoire d'abord pour les zadistes. Et pour ceux qui défendaient le contraire, qui défendaient le projet d'aéroport et qui disent aujourd'hui c'est un déni de démocratie compte tenu du référendum, vous leur dites quoi ? Je leur dis que d'abord le référendum était biaisé, que le périmètre du référendum avait déjà été contesté à l'époque et que donc la démocratie, ce n'est pas simplement Valls qui organise un référendum dans les conditions qu'il souhaite, avec un contenu qu'il souhaite et dans des conditions contestées, mais bien le changement social et aussi la prise en compte des mouvements citoyens. Alors il y a un autre acteur dans cette affaire qui pourrait réclamer un dédommagement, c'est le concessionnaire, le géant du BTP Vinci. Que doit faire l'État selon vous avec le concessionnaire ? Je pense que de manière générale, il faut absolument limiter ce type d'accord et évidemment, au minimum, ne pas payer trop d'argent pour Vinci, ça me paraît aller de soi. Et les zadistes, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Rester, partir, engager des négociations avec l'État ? Alors je pense qu'il faut s'inscrire dans leur projet. Ils ont préparé un projet depuis longtemps et qu'il faut soutenir ce projet qui consiste à installer sur la ZAD un projet alternatif à long terme avec des projets agricoles. Un certain nombre d'entre eux sont installés dans ce type de projet. Et je crois que l'intérêt de la ZAD, c'est que ce n'était pas seulement un mouvement de contestation, c'est qu'il y avait aussi un projet alternatif derrière. Et qu'en ce sens, il faut les soutenir dans le cadre de comme il dit, l'enracinement de la ZAD, donc installer des projets alternatifs sur le terrain et à long terme. C'est la raison pour laquelle vous appelez un mouvement le 10 février prochain sur place ? Tout à fait, et je serai présente le 10. Alors c'est aussi une victoire pour Nicolas Hulot, cet abandon du projet d'aéroport ? Oui, quelque part, on ne peut pas complètement renier le fait que c'est une victoire pour Nicolas Hulot, même si, objectivement, ce n'est pas lui qui est à la pointe, objectivement, de ce combat, il faut le dire. C'est lui qui a fait peser... Je pense qu'il a aussi participé, comme d'autres, dans la balance. En tout cas, c'est intervenu dans les choix au niveau du gouvernement. Je ne dirais pas que c'est une victoire pour Nicolas Hulot, j'insiste, je pense que c'est d'abord une victoire pour les zadistes. Comment vous jugez justement son action ? C'est encore un défenseur de l'écologie, selon vous ? Pas l'écologie que je défends, pas l'écologie de transformation, l'écologie sociale, l'écologie populaire. Pour moi, il est dans une vision qui vise à allier une forme de capitalisme vert et une vision finalement qui se veut de transformation écologique. Mais on est très loin pour le coup de ce que je peux défendre et en ce sens participer à ce gouvernement qui a mis en place, on l'a vu, un certain nombre de lois, notamment sur le travail récemment, mais aussi qui a annoncé notamment remettre en cause l'idée qu'on pouvait faire baisser le nombre de réacteurs nucléaires, enfin tout un tas de décisions qu'on a vues ces derniers temps, qui sont quand même très loin d'une transformation écologique qu'on peut appeler de nos voeux. Donc je crois qu'effectivement, Nicolas Hulot essaie de défendre des combats, mais que objectivement, sa conception de l'écologie est celle du capitalisme vert, de la croissance verte, qui n'est pas compatible avec celle que je défends. Alors il y a d'autres luttes en cours, Fessenheim justement pour la fermeture, d'autres centrales peut-être d'ailleurs, Bure avec les déchets radioactifs, les 1000 vaches. Ça va redonner des forces aux troupes, vous pensez, cette décision d'hier ? Oui, ça peut redonner des forces aux troupes parce qu'on a beaucoup de ZAD, on a beaucoup de combats, notamment le combat contre l'EPR à Flamanville. C'est un combat aussi emblématique pour sortir du nucléaire, c'est quelque chose de très important. Et là aussi, on a depuis des années des milliards qui sont investis pour rien, c'est-à-dire qu'ils vont dans un projet dont il est prouvé désormais qu'en plus il pose des problèmes même scientifiques de sécurité. Et donc je crois que ça va remobiliser parce que ça redonne un message d'espoir sur le fait que lutter peut aboutir à des victoires. Alors je le disais tout à l'heure, vous avez quitté Europe Écologie Les Verts ce mardi, pourquoi ? Alors parce que j'y suis depuis 18 ans et que pendant ces 18 ans, j'ai tenté absolument de faire valoir cette écologie de transformation. Donc j'ai toujours été classée
à l'aile gauche, c'est-à-dire dans les motions internes qui étaient classées à l'aile gauche. Et ces 6 dernières années, j'étais dans la direction de ELV, mais au nom de cette aile gauche. Ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire que face à la majorité, je ne souhaitais pas qu'on aille au gouvernement Hérault, notamment j'ai défendu qu'on en sorte absolument au moment de l'opération César à Notre-Dame-des-Landes, que j'ai notamment refusé, qu'on fasse à nouveau un accord avec le PS il y a 6 mois, que toute cette orientation politique finalement que je considère comme une forme d'annexe de la social-démocratie, était quelque chose de contestable. Et je l'ai contesté, je m'y suis opposée de manière durable. Malheureusement, de manière systématique, j'ai perdu ces combats. Et donc j'en prends acte aujourd'hui que je ne suis définitivement pas compatible avec cette orientation-là. David Cormand, le patron des Verts, dit aujourd'hui dans Le Parisien « Europe Écologie Les Verts est encore utile ». Vous pensez aujourd'hui qu'un parti écologique est encore nécessaire? Alors un parti écologiste est nécessaire, encore faut-il préciser de quelle écologie parle-t-on? Un parti écologiste qui finalement finirait toujours comme une annexe, comme je l'ai dit, des socialistes, la nécessité pose question. Je pense qu'effectivement ça interroge. Donc je pense qu'une écologie de transformation est nécessaire, qu'il faut la faire exister, mais qu'elle doit assumer d'autres alliances que celles qui sont faites actuellement par ELV. Et alors vous venez de créer le mouvement écolo, c'est pour quoi faire? Alors c'est d'abord pour porter cette écologie de transformation. Donc une écologie qui est ancrée dans les luttes, qui assume que justement l'écologie porte un projet autonome, mais qu'il est aussi ancré à gauche dans les mouvements sociaux, qu'il défend une certaine vision de la démocratie. Et ce projet-là, qui malheureusement donc, n'est pas portable dans ELV, il mérite en tant que tel de pouvoir être défendu, et en particulier de défendre une écologie sociale. Je l'ai dit, la question des quartiers populaires notamment est très importante pour moi. J'y ai milité, j'y ai grandi, et je pense que ces questions-là, qui sont totalement absentes aujourd'hui d'une vision écologiste un petit peu bobo, elles doivent être portées de manière publique plus qu'elles ne le sont aujourd'hui. C'est un mouvement, c'est pas un parti? C'est un mouvement, ouais. Vous avez l'intention de présenter des candidats pour les élections au-delà des luttes que vous mènerez? Oui, pourquoi pas, dans les années qui viennent, et travailler avec d'autres également. Il ne s'agit pas d'être comme ça tout seul. Travailler avec d'autres, mais en tout cas pour l'instant, on est en 2018, donc il n'y a pas d'élection cette année. Et donc c'est avant tout l'idée de construire, et notamment de... Mais ça reste un mouvement européen par exemple? Prochaine élection, elle est européenne, donc on sait que les Verts ont toujours été très engagés dans la construction européenne. Est-ce que vous dites aujourd'hui pro-européen? Je ne présente pas les choses comme ça. Je pense que là encore, l'Europe actuelle n'est plus défendable, en tout cas pas de manière béate, comme elle a pu l'être par un certain nombre de personnes, et qu'il faut défendre un projet européen, mais une Europe alternative. Et pour le coup, c'est aussi un projet différent. Là, ce sera un projet effectivement propre, un projet d'une Europe qui soit une Europe sociale, une Europe écologique, et qui remette en cause la technocratie européenne, la bureaucratie même, et le système inacceptable qu'on voit aujourd'hui autour de la Commission européenne, d'un certain nombre de lobbies qui fonctionnent de manière totalement antidémocratique. Ça, c'est quelque chose d'important aussi. Alors, dans le dernier numéro de Regard qui est sorti il y a 2 semaines, on propose un dossier sur le syndicalisme dans lequel on interroge la défense de l'écologie chez les syndicalistes. Quand certaines entreprises polluent, en ville notamment, je pense à l'entreprise, c'est le cas à Montreuil avec l'exemple de l'usine toxique de la SNEM, comment on y répond? Est-ce qu'il faut privilégier l'emploi ou la question de la santé publique? Alors, il faut justement absolument sortir de cette contradiction, et c'est vraiment un vieux débat. J'avais notamment signé l'appel des éco-syndicalistes il y a plusieurs années. Je m'y étais investie notamment parce que je suis aussi syndicaliste, et donc je voulais absolument lier ces deux questions. Donc il faut sortir de cette contradiction et défendre l'idée qu'on peut trouver des activités dans des domaines qui sont socialement et écologiquement utiles pour la société. Il en existe. Et donc je pense absolument qu'il faut pas avancer les choses en termes de santé publique ou emploi. Il faut bien sûr penser des activités, des nouvelles activités qui respectent la santé publique, mais qui respectent aussi les personnes. Alors hier, Pablo Pio-Vivien recevait Lina Ngazi, elle est lycéenne, secrétaire nationale du syndicat UNLSD. Elle vous a posé une question. Elle vous demande si vous comptez mettre en place des programmes qui permettraient d'inclure des jeunes dans la lutte écologiste. C'est quoi la place des jeunes dans les mouvements écolos, Élise Lowy? Alors la place des mouvements jeunes, la place des jeunes de manière générale, elle est importante, mais ces jeunes, ce qu'on observe, c'est que justement, ils sont plutôt loin des partis traditionnels qui se revendiquent de l'écologie et qui s'investissent dans les luttes, dans les associations, sur le terrain, dans les ZAD. Et à mon avis, c'est là qu'il faut renouer, et c'est ce à quoi je participe notamment avec un certain nombre de mes camarades, renouer avec les luttes de terrain dans lesquelles sont investis ces jeunes. Et pour l'instant, à juste titre, il me semble, ces jeunes en question voient plutôt l'écologie comme des luttes de terrain, des luttes sociales, davantage que comme quelque chose qui a aujourd'hui une image un petit peu politicienne, un petit peu trop liée aux institutions. Une dernière question, Élise Lowy, vous êtes membre du comité de rédaction de la revue critique d'écologie politique Éco-Rêve, une revue qui fait partie de la galaxie des médias alternatifs au même titre que Regard. Qu'est-ce que vous avez pensé de la création de Le Média ?
Alors j'ai trouvé que c'était une bonne initiative. Je pense que c'est intéressant d'avoir ce type de médias qui justement donne un autre regard. Je pense qu'il faut du pluralisme aussi dans ce domaine et que pour l'instant, ce pluralisme continue de manquer en France. Donc je suis heureuse que ce média y participe. Et l'Alter JT, vous l'avez regardé? Il vous a convaincu? Oui, très bien. Il m'a convaincu. Merci beaucoup Élise Louis. Demain, Pablo Pillow-Vivien recevra Pascal Boniface, qui est un géopolitologue, directeur de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. On reviendra avec lui sur le climat de grande tension au Proche et Moyen-Orient, mais on reviendra aussi sur la nouvelle stratégie de Trump et des deux Corées. Vous avez une question pour lui? Bien sûr, par rapport à l'actualité sur Trump et Jérusalem, comment, face à cette actualité, arriver à créer une coalition internationale qui soit en mesure de lutter contre le coup de force de Trump sur Jérusalem? Eh bien, on lui transmettra la question. Merci beaucoup. Merci beaucoup.